Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus très très nombreux à cette table ronde. Il est 16h30 précise, donc nous pouvons commencer notre table ronde qui est consacrée. Nous allons faire un peu de prospective. C'est toujours très périlleux, mais aussi très stimulant sur le monde après les élections américaines. On sait qu'en 2024, environ un quart de l'humanité s'est rendu aux urnes. Alors, pour des élections qui ne sont pas les mêmes partout, si vous regardez les résultats, quand vous voyez un pays où la participation est très faible et le score du vainqueur est très très élevé, vous pouvez dire que c'est une élection qui n'est pas vraiment, qui ne répond pas aux critères qu'on attend d'une élection. Il n'empêche, beaucoup de scrutins et en fait un scrutin qui arrive le 5 novembre et qui retient notre attention puisque ce jour-là, les électeurs américains vont non seulement désigner la personne qui siégera à la Maison-Blanche pendant 4 ans, mais ils vont aussi se prononcer sur les membres de la Chambre des représentants, qui sera renouvelée en totalité, un tiers du Sénat, et puis beaucoup de gouverneurs, en Caroline du Nord notamment, vous verrez, ce sera très intéressant, et dans beaucoup d'autres États encore. Donc des élections importantes, pourquoi ? Les États-Unis, depuis très longtemps maintenant, 80 ans, finalement sont les maîtres d'œuvre toujours de l'architecture internationale qu'on a vu naître après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces 80 ans ont pour eux été aussi synonymes de difficultés, d'échecs. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont qu'ils font plus que jamais face à un nombre de crises absolument étonnants, à la fois des guerres conventionnelles qui opposent un État à un autre, on le voit en Ukraine, des guerres non conventionnelles qui peuvent opposer un État à une milice, on l'a vu à Gaza et on le verra peut-être, on le voit déjà en partie, ce qui se passe à la frontière nord entre l'armée israélienne et le Hezbollah, des guerres civiles, des phénomènes qui ignorent les frontières, qu'il s'agisse du dérèglement climatique dont on voit peut-être un effet ici, des pandémies ou des phénomènes tels que le terrorisme. Et donc cet arc de crise finalement trouve les États-Unis en une moins bonne posture que par le passé, parce qu'ils sont contestés à la fois par des puissances qu'on appelle révisionnistes, parce qu'elles considèrent que l'ordre mondial vu par Washington ne leur convient pas. Il s'agit de la Chine et de la Russie. Et puis on voit aussi émerger des puissances très opportunistes qui jouent des difficultés américaines pour en ayant en tête leurs intérêts particuliers, arriver à se débrouiller dans des jeux géopolitiques qui échappent au contrôle des États-Unis. Alors, quel sera le monde après ce 5 novembre ? On va essayer de le voir avec Isabelle Lebon, qui est universitaire, économiste, et qui a la bonne idée de publier ce livre, Les États-Unis au XXIe siècle, que je vous invite évidemment à acquérir. On va le voir aussi avec Martin Cancé, qui est directeur du bureau du German Marshall Fund à Paris. Le German Marshall Fund, c'est à la fois un cercle de réflexion et un cercle d'influence qui se concentre plus particulièrement sur la relation transatlantique. Il y a aussi à ma gauche Xavier Chemisser, qui est rédacteur en chef de France 24 et qui est chroniqueur sur France Info sur beaucoup de sujets internationaux que l'on va examiner aujourd'hui. Avant de commencer nos débats, on va revenir sur un élément intéressant à vous soumettre, qui est l'indice Normandie. L'indice Normandie, c'est un classement qui est réalisé dans l'objectif de pouvoir positionner les pays sur une échelle, disons de 1 à 10, en termes de conflictualité. Et alors on va voir, avant de débattre des États-Unis, quel est l'indice Normandie des États-Unis. Il devrait s'afficher sur les écrans. Il ne s'affiche pas. Si. Bon, peut-être que l'indice Normandie va nous rejoindre. Alors, ça bouge. Voilà, nous y sommes. Donc on voit indice Normandie 5,52. Au rang des pays les plus à risque de conflit, 90
sur 138, ce qui est assez élevé finalement. Alors on peut faire deux explications. La première, il y a évidemment l'engagement des États-Unis de par le monde, sa place dans les alliances qui l'expose évidemment à des conflits. On peut aussi faire l'analyse que la situation interne américaine, cette division très profonde du pays entre deux camps, républicains d'un côté, démocrates de l'autre, avec notamment ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, lorsque la contestation des résultats de l'élection présidentielle avait débouché sur un assaut contre le Congrès, quelque chose d'inédit à l'aune de l'histoire américaine. On peut dire que ce faisceau de tension peut expliquer pourquoi l'indice Normandie des États-Unis est de 5,52. Alors, nous avons donc deux candidats qui se feront face le 5 novembre, avec la surprise du mois de juillet, qui est l'émergence d'une candidate inattendue, Kamala Harris, qui a pris le relais de Joe Biden après un débat catastrophique le 27 juin face à Donald Trump. Kamala Harris, comme tout vice-président, a parcouru le monde pour porter la parole de son pays. Mais la politique américaine était définie, décidée et tranchée par Joe Biden. Donc on va revenir sur cette politique américaine léguée par Joe Biden. Est-ce que, à ton avis, Xavier, Kamala Harris serait plutôt dans la continuité ou dans la rupture ? Et c'est sur moi que ça tombe. Il y a une forme de continuité, puisque si vous avez écouté Joe Biden à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans son discours, le dernier de Joe Biden devant les Nations Unies, il y avait une partie du discours de Kamala Harris de ces dernières semaines. Il y avait par exemple sur la situation à Gaza, oui au droit à Israël de vivre en paix, mais oui aussi à la possibilité des Palestiniens de vivre dans un État propre et dans la dignité. Donc en fait, on voit que petit à petit, en fait, il y a quand même des nuances, en tout cas, qui se sont imposées dans le discours démocrate et qui ont été portées dans un premier temps, en tout cas sur la lutte contre l'antisémitisme. Par exemple, oui, Kamala Harris a été celle aussi qui a dit il faut lutter contre l'antisémitisme, c'est une évidence, mais il faut aussi lutter contre l'islamisme. Ça, c'était une des premières fois. Joe Biden ne l'avait pas forcément associé précédemment. Et puis quand il a parlé là de Gaza et d'Israël, eh bien c'était très clairement des prises de position de Kamala Harris qu'elle avait déjà données en amont, des positions que lui n'avait pas forcément tenues. Disant néanmoins à chaque fois que la seule sortie possible c'était un cessez-le-feu. Mais l'idée de ressusciter l'idée de la solution à deux États, par exemple... deux États, c'est donc la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui a quand même été considéré comme un changement réel. Moi, je discutais avec un diplomate américain qui a failli nous rejoindre tout à l'heure, et il me disait c'est effectivement quelque chose d'assez incroyable, parce que pendant pas mal de temps, la solution à deux États, la diplomatie américaine refusait de l'évoquer. Alors, il y avait plusieurs types d'analyses. Lui disait effectivement, Kamala Harris est arrivée avec un Joe Biden qui avait été mis en difficulté par ce conflit, mis en difficulté parce que une certaine jeunesse sur les campus s'était emparée de la question palestinienne et remettait en question le leadership de Joe Biden dans le camp démocrate. Certes, mais peut-être que des visions différentes se sont fait jour et vont se faire jour dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et particulièrement si Kamala Harris venait à accéder au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que Kamala Harris ne va pas le faire de manière violente, à mon sens, parce que Kamala Harris a elle s'inscrit quand même dans une lignée qui est celle de Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden, et que on sait qu'elle a déjà des idées dans plein de domaines, que pour l'instant elle essaie d'avancer en mettant des bémols ou en apportant des nuances, parce que déjà elle ne peut pas choquer un électorat à qui on a dit quelque chose et à qui on dirait exactement l'inverse quelques semaines après. Mais je pense qu'elle va, au fur et à mesure, elle s'empare de ce rôle et fait infuser des idées qui étaient
certaines déjà présentes dans le camp démocrate, mais pas forcément portées en première ligne. C'est peut-être ça qui va changer. Voilà. Alors Martin, on parle de continuité. Quel regard, toi, en tant que spécialiste de la relation transatlantique, tu portes sur la vision qu'ont les démocrates des relations internationales? Oui, alors je suis d'accord en effet qu'il y a une continuité entre Obama, Biden et Harris. Et la continuité finalement de ces trois présidents, si Harris est élu, c'est que les démocrates considèrent que l'ordre international actuel doit être préservé. C'est un parti dont l'objectif est de conserver l'ordre qui est aujourd'hui bénéfique aux États-Unis et à ses alliés. C'est un parti qui pense d'abord les relations internationales pour les États-Unis dans un rôle de stabilisateur. Et ça aide un certain nombre de partenaires, dont notamment les Européens, lorsqu'il faut se tourner vers les États-Unis pour stabiliser des crises. Le problème de cette position, et ça elle le vit Kamala Harris durant cette campagne, c'est que si votre programme c'est de retourner au statu quo, c'est pas très excitant. Et c'est la limite de la politique de Joe Biden depuis 4 ans. Sur l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, on permet à l'Ukraine de se défendre et de survivre à l'invasion russe, mais l'administration démocrate n'est pas capable d'envisager la victoire. Il n'y a pas de vision sur ce que pourrait être la victoire de l'Ukraine. Il n'y a pas de plan. L'idée, c'est simplement de permettre à l'Ukraine de survivre. De la même manière, au Proche-Orient, soutenir Israël après l'attaque du 7 octobre, permettre aux partenaires israéliens donc, de se défendre face au Hamas, mais aucune vision de long terme sur ce qui pourrait se passer pour résoudre les raisons profondes du conflit et peut-être avancer vers un nouvel ordre plus stable. Sur la Chine, qui est le grand débat américain, on voit vraiment une position républicaine avec Donald Trump qui dit « Nous avons une compétition avec la Chine. Je veux la gagner. » La position démocrate est de dire « Nous avons une compétition avec la Chine, on va la gérer. » Et cette différence entre un projet qui cherche à vaincre l'Iran, vaincre la Chine, et un projet qui cherche principalement à contenir et autant que possible à préserver ce qui est aujourd'hui l'ordre international, pour moi, définit bien les perspectives républicaines et démocrates au niveau international. Pour les Européens, il y a évidemment une forme de réassurance qui vient de la part de Joe Biden et de Kamala Harris, puisqu'ils vous disent « Nous sommes là pour préserver l'OTAN, nous sommes là pour faire en sorte que la sécurité européenne que vous connaissez depuis 1991 et la fin de la guerre froide puisse perdurer. » Mais un certain nombre d'Européens sont également critiques en disant « Mais finalement, vous ne permettez pas de résoudre les problèmes. Vous ne permettez pas à l'Ukraine de gagner, parce que finalement la victoire contre la Russie n'est pas ce qui est l'ambition de l'administration Biden, et vous n'êtes là que pour gérer l'instant géopolitique que l'on vit. » Merci Martin. Alors justement, gérer la relation avec la Chine, tu viens d'en parler. Alors il y a des mots barbares qui reviennent souvent. Il y a le decoupling et le de-risking. Quand les Européens ou les Américains s'interrogent sur le type de relation qu'ils peuvent avoir avec la Chine. Isabelle, j'aimerais que tu nous dises, finalement, quand Joe Biden est arrivé, il avait dit que ça allait beaucoup changer par rapport à ce qu'avait fait Trump avant lui. Est-ce que sur la Chine, tu as vu beaucoup de changements? Et est-ce que tu peux tout d'abord revenir sur ces deux termes? Et qu'est-ce que ça recouvre? Pardon, excusez-moi avec le vent. Donc, on va quand même se poser la question par rapport à la Chine. Et donc, je vais revenir un tout petit peu en amont, si tu permets, pour dire qu'avant tout, les républicains et les démocrates ne sont pas complètement à l'opposé sur le fait de l'idée que la Chine est leur principal compétiteur et donc le principal challenger des États-Unis et qu'il faut effectivement gérer ce risque. Alors, est-ce qu'on va avoir une victoire ? Comme dit les républicains, Donald Trump, c'est un autre problème, et donc une gestion du risque. Et donc gérer ce risque, c'est avant tout d'éviter qu'il y ait trop d'interdépendance entre les deux économies, et donc d'avoir un découplage effectivement des deux économies, c'est-à-dire éviter la dépendance sur un certain nombre de points, et on voit que là-dessus,
les démocrates, avec l'administration Biden, ont lancé des choses qui pour nous sont invisibilisées, mais qui sont nettement des programmes de recherche, par exemple sur les semi-conducteurs, sur les puces électroniques. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait partie des enjeux majeurs de demain, de savoir si les États-Unis vont être complètement indépendants finalement de la technologie chinoise, voire malgré tout, et même si on parle de l'administration démocrate, redevenir leader sur ces points, et donc à ce moment-là, eh bien, du coup, pouvoir mettre à distance les besoins qu'ils ont d'interdépendance de la Chine. Et là-dessus, je ne parle pas de la dette, qui est une autre question d'interdépendance. Effectivement, Donald Trump se positionne, lui, dans le fait de se dire, soit nous gagnons, soit il gagne, et donc il va falloir se mettre dans une situation de gagner. Et donc, comment est-ce qu'on va gagner ? La seule solution n'est pas l'interdépendance entre les économies, mais de vaincre, et donc de vaincre, c'est-à-dire d'affaiblir la Chine. Voilà. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, la question de la dette, puisque quand même, le deuxième détenteur de la dette américaine, alors de la partie extérieure de la dette américaine, est la Chine, derrière le Japon. Donc c'est effectivement un allié d'un côté, un non-allié de l'autre. Donc on va avoir effectivement ce positionnement qui, par contre, effectivement, est beaucoup plus virulent dans le programme économique de Donald Trump. Et comment est-ce qu'il envisage de vaincre la Chine là-dessus ? Eh bien, ça va être tout d'abord de se dire, eh bien, on va réduire le problème de la balance commerciale avec la Chine. Alors, le problème de la balance commerciale des États-Unis et de la Chine est un problème majeur. Enfin, c'est au niveau de 400 milliards de déficit par an qui sont uniquement sur les échanges avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est absolument colossal, même à l'échelle des États-Unis. Et donc, pour y arriver, eh bien, on va leur imposer des droits de douane absolument massifs. Donc, Donald Trump, dans son programme, envisage de mettre des droits de douane partout et sur tout le monde, c'est-à-dire y compris sur ses alliés, qui évidemment prendront des mesures de rétorsion, mais ça, ce n'est pas prévu dans le programme. Donc, c'est déjà de se mettre dans une situation, même vis-à-vis de ses alliés, qui est une situation, malgré tout, d'agressivité. Quand on rétablit, il faut bien le voir comme ça, des droits de douane, en disant, ça va financer notre programme, c'est-à-dire les réductions d'impôts. Ce qui est oublié, évidemment, que les taxes, les droits de douane, on les paye dans son propre pays et que c'est une autre manière de taxer ses citoyens. Mais évidemment, 10% pour les autres, 60% pour la Chine. Et donc, je mets la Chine à genoux si j'arrive à des droits de douane aussi massifs. Et c'est oublier un peu, malgré tout, qu'on va avoir d'autant plus intérêt à être en paix et à avoir une diplomatie apaisée avec ses voisins que c'est rentable. Et si c'est rentable d'avoir une situation plus conflictuelle, eh bien on l'aura. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un réflexe un peu rapide de dire que l'Europe et les États-Unis, ça allait mieux avec Joe Biden ? Quand on revient sur l'Inflation Reduction Act, pas ce coup de pouce, mais ce levier formidable en faveur de l'énergie renouvelable, est-ce que ce n'était pas perçu déjà comme une forme d'agressivité vis-à-vis des Européens ? On va faire un tour de table, mais Isabelle commence. Alors, c'est moins agressif parce que c'est moins direct. Mais effectivement, ça a été notamment dénoncé par Emmanuel Macron comme une rupture de concurrence honnête entre les États-Unis et l'Europe, puisque, alors pour en dire deux mots, il y a l'Inflation Reduction Act, tout en faisant la promotion effectivement des énergies renouvelables aux États-Unis, eh bien ça a été assorti de l'obligation de produire aux États-Unis. Donc c'est effectivement aussi, alors on ne va pas dire une mesure protectionniste au sens des droits de douane, mais c'est clairement une mesure de préférence nationale. Donc certes, c'est aussi une manière de jouer au plus fort dans la concurrence internationale. Je dirais que ça ne s'est pas assorti du même discours agressif, et donc en termes de diplomatie, ça n'a pas eu le même impact, quand bien même, effectivement, ça a redirigé des industries vers les États-Unis de façon tout à fait claire. Martin, est-ce que cette mesure n'a pas participé
à une déception des Européens qui attendaient peut-être monts et merveilles de Joe Biden. Certes, il y a eu un alignement assez spectaculaire sur l'Ukraine, mais est-ce que, au-delà de l'Ukraine, quel bilan on peut en tirer ? Oui, ce serait intéressant en fait, d'imaginer, si vous vous placez en 2050 et que vous êtes historien, qu'est-ce que vous écrivez sur l'administration Biden ? Il est possible que l'Ukraine écrase tout, que ce soit le bilan, un petit peu à la manière de la guerre en Irak et de la catastrophe de l'invasion de l'Irak, a écrasé tout le bilan de George Bush. On ne regarde pas ce qu'il a pu faire vis-à-vis de l'Inde ou vis-à-vis du commerce, ce n'est pas le problème. Biden, c'est un petit peu l'inverse sur l'Ukraine qui écraserait tous les autres sujets. Je pense néanmoins qu'il y a une spécificité française sur la question que tu poses. Les Français, le gouvernement, la bureaucratie, les diplomates français sont relativement critiques vis-à-vis du bilan de Joe Biden. Pour deux raisons. Un, parce qu'au-delà de l'Ukraine, il y a en effet beaucoup de dossiers où on était tout à fait en désaccord. Il y a les questions économiques où les mesures qui ont été prises par Joe Biden ont été franchement mauvaises pour l'économie française et européenne. Il y a des enjeux également géopolitiques où nous ne sommes pas tout à fait alignés sur la manière dont ils abordent la question chinoise. Nous ne sommes pas du tout forcément à applaudir la manière dont ils sont partis de l'Afghanistan. Il y a aussi un certain nombre d'enjeux, disons, purement européens où Joe Biden a envoyé les signaux que nous souhaitions entendre. Les États-Unis sont là, l'OTAN est toujours présente, ne vous inquiétez pas, la sécurité sera toujours garantie. Mais ça a finalement aussi endormi un peu les Européens. Et ça, les Français sont assez agacés lorsque les messages positifs qui viennent de Washington sont lus et perçus par nos partenaires européens comme une manière de dire, bon, finalement, on n'a pas besoin de construire une Europe de la défense, on n'a pas besoin de travailler davantage en européen puisque les États-Unis viennent de nous dire qu'ils sont toujours là pour nous défendre. Ça, c'est un message qui est très difficile à entendre pour Paris. Si vous êtes à Berlin, à Varsovie ou à Tallinn, l'enjeu est tout à fait différent. L'important, c'est d'entendre de la part de Joe Biden, nous respectons le traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis continuent de garantir la sécurité des alliés de l'OTAN. Si vous avez aujourd'hui une menace russe à votre porte, nous sommes là pour dissuader la Russie de vous envahir. Ça, c'est la priorité. Pour les Français, du fait de notre particularité géographique, le fait que nous ayons la bombe nucléaire, un certain nombre d'enjeux stratégiques qui nous permettent d'être peut-être moins menacés que certains autres Européens, ce n'est pas le seul message que l'on attend de la part des États-Unis. Merci Martin. Xavier, j'aimerais voir avec toi maintenant la perspective de l'élection de Donald Trump. Et est-ce qu'on peut parler d'une grande peur européenne, malgré les nuances et les critiques qu'on peut soulever quant à la gestion de Joe Biden de cette relation transatlantique ? Est-ce qu'on a peur de ce retour ? Il y a forcément une peur, oui, bien sûr. Je pense que d'ailleurs, dans le choix de certaines personnalités européennes, je pense notamment à la Commission européenne, certains profils, il y a cette réflexion aussi qu'il faut être américano-compatible dans de nombreux domaines. Ce qu'il y a, c'est si Donald Trump était élu pour la deuxième fois, il y a quand même eu la première élection qui a permis d'être une forme de révélateur, parce qu'on ne va pas se mentir, dans les chancelleries, il y a quand même une forme d'angélisme vis-à-vis des États-Unis, comme il y a eu un angélisme vis-à-vis de la Chine à bien des égards. Je veux dire, pendant des années, on a accepté la technologie chinoise aux portes des ambassades, je pense aux antennes Huawei, etc. Et quand on disait que c'était un danger de la sécurité nationale, on était tout de suite taxé d'être anti-chinois, quand Donald Trump est arrivé, il a quand même commencé par taper sur ses alliés. Et ça a été assez mal pris à Paris, évidemment, parce qu'à Paris, on est très sensible à ce genre de questions. Ça a été une surprise pour certains pays qui sont particulièrement alignés avec les États-Unis. Je pense notamment à l'Allemagne, à des pays de l'Europe du centre et de l'Est, où on ne s'attendait pas forcément à ces attaques. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, les attaques de Donald Trump, déjà, ont posé question. La remise en question de l'OTAN a servi aussi de révélateur pour beaucoup, parce que c'est là que finalement cette idée de défense européenne a été ressuscitée. Sauf que
effectivement, comme on vient de le voir avec Martin, il y a eu un moment quand même où on s'est retrouvé avec un Joe Biden qui disait « Ne vous en faites pas, on sera là pour vous ». En face, les États-Unis sont arrivés néanmoins avec des avions, avec des chars, et en fait en ont profité aussi pour proposer de l'armement américain, c'est-à-dire qu'en échange d'une protection, il est bon aussi d'acheter le dernier F-16, enfin bon voilà, le dernier char, et c'est comme ça que vous avez des pays d'Europe du centre ou de l'Est qui ont été prêts à céder leur armement à l'Ukraine, mais en échange de nouveaux armements de la part des Américains. Et il y a toute cette stratégie-là qui est forcément invisible, qui a été mise en place par les Américains, et c'est aussi pour ça que, pour beaucoup, et notamment à Paris, on considère que sur la guerre en Ukraine, il y a eu la vitrine, l'accord, mais il y a aussi l'envers du décor et cette façon de se poser en concurrent clairement d'une défense européenne et d'une armée européenne et d'un armement européen qui est un sujet qui est remis en permanence en question, avec notamment des pays comme l'Allemagne qui n'y sont pas forcément, pendant très longtemps, qui n'y ont pas été très favorables, qui depuis ont changé de religion, mais qui sont prêts à être favorables pour peu que leur industrie d'armement en soit bénéficiaire, avec un vote permanent au Bundestag qui fait qu'il faut toujours donner des gages à la politique et à l'économie allemande, et ce qui bloque certains projets, je veux dire des projets franco-allemands ou européens en termes d'armement qui ont pris 5, 6, 10 ans, il y en a quelques-uns. Il y a cet aspect-là. Donald Trump, le retour, ça fait peur à tout le monde, et pourtant, on a l'impression que l'idée de se réorganiser en cas de retrait américain, de retrait de ce bouclier protecteur, c'est quelque chose qu'on a envie de laisser de côté. On est dans une forme de déni dans beaucoup de pays, parce que non, les Américains ne feraient jamais ça. Et par ailleurs, vous avez des pays en Europe qui n'ont pas peur du tout d'une victoire de Donald Trump. Je pense notamment à Viktor Orban. En Hongrie. En Hongrie. Le Premier ministre hongrois, lui, a très clairement pas peur du tout d'une victoire de Trump. Il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il est très aligné sur de nombreuses questions avec le président américain, comme il est aligné avec Vladimir Poutine sur certaines questions également. Et en fait, la question finalement qui apparaîtrait derrière, c'est derrière la puissance des États-Unis et la puissance confiée à cet homme-là, comment l'Europe réagit? Est-ce que l'Europe est prête à réagir en Europe puissance? Pendant la guerre en Ukraine, l'Union européenne a été capable d'offrir, en tout cas en façade, un visage uni. Quitte à ce que Viktor Orban quitte la salle pour qu'on valide la fourniture d'armement, de l'aide à l'Ukraine. Mais est-ce que ça peut tenir encore avec l'élection de Donald Trump, si jamais elle s'avérait, avec la montée en puissance des nations révisionnistes, comme vous les qualifiez en tout cas, des BRICS ou de la Russie, de l'Iran, et des pays qui veulent rejoindre les BRICS, c'est-à-dire l'Algérie. Enfin, on commence à avoir de plus en plus de candidats pour rentrer là-dedans. Et en fait, l'Europe qui protège finalement les pays européens pourrait se retrouver craquelée pour peu que cette unité ne soit qu'une unité de façade et que finalement on n'ait pas envie de passer aux actes. Parce que c'est cette question-là en fait qui se pose. Sur les déclarations de principe, l'Union européenne a toujours une déclaration de principe plus ou moins unie. Pour ce qui est de passer aux actes, il y a toujours quelques difficultés. C'est ce que disait Joseph Borrell il y a quelques jours, je crois, dans The Conversation, qui disait si l'Europe prenait conscience du risque que fait courir à l'Europe Vladimir Poutine, serait-elle en mesure de réagir comme elle a réagi face au Covid? Et en fait, c'est une réalité. Face au Covid, le risque est là face à vous. Vous savez qu'en fait, vous allez tomber malade et qu'il y aura des morts. Face à des risques géopolitiques, c'est un peu plus diffus. Et pourtant, le risque russe existe aux portes de l'Europe. Et Vladimir Poutine est un risque, mais Donald Trump est totalement Vladimir Poutine compatible. Toutes les décisions qui ont été prises à l'époque de Donald Trump sont des décisions, en termes géopolitiques, sont des décisions qui allaient dans son sens. Et il est en grande partie réussi ce qu'il voulait, mais en fait, sortir de l'accord du nucléaire iranien, par exemple, et il y a plein d'exemples comme ça, c'est des décisions qui n'ont pas renforcé les États-Unis à moyen terme.
Ce sont des décisions qui ont renforcé, à mon sens, ces pays révisionnistes et les pays qui remettent en question le leadership américain ou européen d'ailleurs. Je suis désolé, je n'ai pas été très synthétique. Alors, effectivement, on pourrait s'attendre face à un Donald Trump assez agressif vis-à-vis des Européens. Il l'était déjà pendant son premier mandat en exigeant qu'ils dépensent plus pour leur défense. On pourrait s'attendre à ce que les Européens fassent bloc. Mais Martin, toi, tu as une autre thèse sur ce point. Tu n'es pas convaincu que ce sera le premier mouvement des Européens. Tu peux nous en dire plus ? Non, je pense qu'il y a cet espoir, en effet, que la peur de Donald Trump fera qu'on s'unit en Européens. Je pense que l'inverse peut et sera peut-être vrai. Donald Trump aura plutôt tendance à dire « je veux avoir des deals bilatéraux avec chaque pays de manière séparée. Je ne veux pas parler à l'Union européenne. Je veux avoir un deal avec la France, un deal avec l'Allemagne, etc. » Il divise pour mieux régner, il obtient beaucoup plus en ayant ces deals bilatéraux. Et comme nous, Européens, nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes perceptions de la menace, il sera très difficile de nous mettre d'accord entre nous avant, plutôt que d'aller à Washington et de faire ce deal. Moi, mon expérience en parlant avec l'administration américaine, c'est que les diplomates américains nous disent c'est toujours très amusant, on arrive en place, une nouvelle administration arrive, on veut parler aux Français, aux Allemands, aux Européens. Tout le monde est très d'accord. Puis à un moment donné, les Français viennent nous voir à côté et nous disent « Ok, mais vous pouvez nous aider contre les Allemands là ?» Puis après, les Allemands viennent également en disant « On a un problème avec les Français, vous pouvez nous aider ?» Les Polonais font la même chose en disant « On n'est pas très contents de ce que font les Allemands. » Et cette division européenne, évidemment, les Américains en bénéficient et l'utilisent. Donald Trump est le meilleur pour ça. Je pense qu'il pourra très bien dire « Prenons un scénario qui fait peur à beaucoup d'Européens. » Donald Trump arrive à la Maison-Blanche et souhaite faire un deal avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Un deal qui, par exemple, reconnaîtrait la souveraineté russe sur les territoires qui ont été conquis. Un deal qui serait inacceptable pour l'Ukraine et pour quasiment tous les Européens qui s'opposent à cette souveraineté russe. Mais si Donald Trump va ensuite voir les Européens et leur dit « Si vous ne signez pas mon deal, je me retire, je ne viendrai pas au prochain sommet de l'OTAN. Puis je ferai une petite déclaration en disant que finalement, je ne pense pas que les soldats américains devraient mourir pour sauver la Suède ou le Danemark. » Les Européens vont vite comprendre qu'il va falloir choisir entre les garanties de sécurité américaines et la survie de l'Ukraine. Je pense que même les pays qui sont les plus pro-ukrainiens aujourd'hui, et qui par ailleurs sont ceux qui sont les plus menacés par la Russie, même ces pays-là devront se rendre à l'évidence et faire ce deal avec Donald Trump, soutenir sa politique et d'une certaine manière abandonner l'espoir que l'Ukraine puisse survivre à l'invasion. Donc là-dessus, c'est pour moi le scénario. Juste un tout petit point pour revenir sur l'idée que l'administration Trump 1 ait bénéficié à Vladimir Poutine. Je pense qu'on peut faire l'argument inverse, presque sans me faire l'avocat du diable ici. D'abord parce que Donald Trump a un argument qui me semble assez intéressant, qui est que la politique énergétique des États-Unis sous Donald Trump, qui est d'utiliser au maximum les ressources de l'hydrocarbure aux États-Unis, c'est la meilleure manière de faire mal à la Russie. Vous utilisez au maximum le pétrole américain, le gaz de schiste américain, et vous faites baisser les prix de l'hydrocarbure. C'est la manne, c'est le trésor de Vladimir Poutine que vous touchez en faisant ça. C'est là où vous lui faites mal. Et les républicains ont toujours ce calcul en disant « notre politique énergétique a coûté davantage à la Russie que l'ensemble des sanctions qui ont été mises en place par l'Union européenne et les États-Unis après l'invasion de l'Ukraine. » Évidemment, le coût de cette politique, c'est que ces gens-là n'ont absolument rien à faire des enjeux environnementaux. C'est purement de l'hydrocarbure à fond. Et c'est en ça qu'il y a un argument républicain qui peut s'entendre, dire, alors en effet, nous on fait des pipelines, on creuse, on détruit l'environnement, mais si vous voulez faire mal à la Russie, c'est peut-être la meilleure manière de le faire. On a une administration américaine aujourd'hui qui a beaucoup parlé d'environnement à son arrivée à la Maison-Blanche, et c'est sous cette administration que les États-Unis ont atteint leur record en production d'hydrocarbures. Isabelle, j'aimerais que tu reviennes sur un point qui m'interroge toujours. Si Trump était élu, une performance que personne n'a effectuée depuis
Grover Cleveland à la fin du 19e siècle, parce que d'habitude, un président américain battu rentre chez lui, crée sa bibliothèque où il expose un peu le bilan de son mandat, et puis ça devient un sage qu'on consulte régulièrement, enfin, de moins en moins régulièrement avec l'âge, évidemment. Et lui, il va peut-être réussir cette prouesse. Mais donc, s'il revient, il va mettre des droits de douane partout. Oui. Or, les droits de douane vont être payés par les consommateurs américains. Comment ça peut marcher ? Ça ne peut pas marcher. Donc déjà, c'est pour une réponse rapide. C'est un peu plus à relativer en ce qui concerne les États-Unis, dans la mesure où c'est un pays suffisamment grand, c'est-à-dire que c'est un marché suffisamment grand pour créer une distorsion des prix. Donc ça veut dire que si un pays... Explique-nous. Voilà. Si un pays de la taille de la France impose des droits de douane en disant, voilà, on va mettre des droits de douane sur tel et tel type, voilà, les voitures. Vous ne pensez pas que ça change quoi que ce soit au prix du marché mondial ? C'est-à-dire que les producteurs vont continuer à nous vendre des voitures au prix du marché mondial, plus les droits de douane. Donc techniquement, c'est eux qui paieront les droits de douane, mais effectivement, c'est les consommateurs français qui les auront payés en amont, purement et simplement, et l'importateur, après, reversera les droits de douane. Donc pour n'importe quelle économie qui n'est pas de la taille des États-Unis ou de la Chine, les droits de douane sont indolores pour les importateurs et reposent totalement sur l'ensemble des consommateurs. Et voilà, quand on est un très grand pays, et vraiment quand on parle d'une très grande économie, c'est vraiment les États-Unis et la Chine, hein, c'est vraiment des économies massives qui ont la capacité à créer une distorsion dans les prix quand ils imposent les droits de douane. Donc la majorité sera payée quand même par les consommateurs américains. Et donc forcément, en plus, ça pose problème lorsqu'il y a la problématique du pouvoir d'achat qui, en matière d'économie actuellement, est la première problématique sur la campagne américaine. Mais ils arrivent de toute façon à distordre quand même un peu les prix pour que l'importateur, pour continuer à importer, en prenne un petit peu à sa charge. Cependant, ça va baisser énormément la taille du marché américain et la Chine, qui est vraiment à la limite de la surproduction actuellement, va avoir des stocks à écouler et va forcément se retourner vers ces autres marchés. L'Europe en premier lieu, et l'Europe, s'il y a trop d'afflux de marchandises, finira par se protéger elle-même. Et là, effectivement, on rentre dans quelque chose qui remet en cause véritablement 30 ans, 40 ans de règles du GATT, puis de l'OMC, avec un retour en arrière sur voilà, la diminution des droits de douane et la facilitation du commerce mondial. Et ça pourrait être la conséquence. Donc c'est une sorte de retour à la jungle en matière commerciale. C'est voilà, c'est retour vers, effectivement, tout le monde met des droits de douane, mais si vous mettez des droits de douane à quelqu'un, il prend des mesures de rétorsion. Alors, ce n'est pas forcément des droits de douane, ça peut être des mesures sanitaires, ça peut être des normes qui sont plus compatibles avec vos propres productions, mais de toute façon, il va prendre des mesures de rétorsion. Et quand je vous parle du coût des droits de douane, je ne vous parle que du coût des droits de douane eux-mêmes, c'est-à-dire sans compter les mesures de rétorsion. Et là, pour se donner un exemple concret, effectivement, les droits de douane qui ont été imposés sur la précédente administration Donald Trump à la Chine ont coûté extrêmement cher aux producteurs de soja américains, puisque les Chinois se sont retournés vers les Brésiliens et ont largement, puisqu'en fait, ils ont aussi surtaxé le soja américain, et donc ils en ont acheté ailleurs. Et donc ça a vraiment coûté très très cher à l'agriculture américaine. Alors on voit bien les deux candidats et leurs différences. On a d'un côté une candidate démocrate qui ne va pas insulter les institutions multilatérales telles que les Nations Unies ou les organisations comme l'OTAN. Et on a de l'autre côté quoi exactement ? Est-ce que vous pourriez tous les trois répondre à cette question qui revient souvent ? Est-ce que Trump, est-ce qu'il est isolationniste ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait ? Qu'est-ce que ce serait l'isolationnisme de Trump ? Qui veut se lancer ? Xavier. La question en creux, mais c'est la même souvent avec Donald Trump, c'est qu'est-ce qu'on fait de la puissance des États-Unis ? On est une puissance, c'est une puissance en crise, les États-Unis, hein, depuis le 11 septembre, depuis
La crise financière. Il y a eu la crise des subprimes en 2008, la crise financière. Le Covid a été quelque chose de très important, je pense, pour les Américains, parce qu'on parle quand même... Enfin, nous, on a vécu le Covid. Le Covid aux États-Unis, c'était des morts dans chaque grande ville américaine et un vrai différentiel entre ceux qui avaient les moyens d'aller voir un médecin et ceux qui pouvaient dépérir chez eux. Il y a ça quand même. Alors après, il y a la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. Il y a beaucoup de traumatismes qui se sont succédés. Mais se pose la question de la puissance. Et Donald Trump règle le problème en disant, en fait, pour être puissant, il faut battre quelqu'un. C'est le principe du combat de boxe. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je vais battre quelqu'un. Combat de catch plutôt pour Trump. Et je serai vainqueur et donc je serai grand. Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance diplomatique ? Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance économique ? De cette puissance militaire. En fait, à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette puissance avec Donald Trump ? Donald Trump, en fait, a quand même reposé des questions et finalement, alors très bien, sur le gaz de schiste, il a mis en difficulté la Russie, mais en mettant le multilatéralisme en difficulté, il a ouvert des brèches. En refusant de prendre position contre des actes répréhensible, en refusant d'être le gendarme du monde, qui était un peu l'habit du cow-boy, du shérif américain, tel qu'on se le représentait. Finalement, indirectement, il ouvre des portes. Il ouvre des portes à des possibilités, à une possibilité d'attaquer un pays voisin, en se disant que finalement, il y a peu de choses à en attendre, parce que si les États-Unis ne font rien, bon, les Nations Unies ne feront rien de toute façon, parce que le Conseil de sécurité est tellement compliqué, paralysé, que finalement, on peut continuer. Et le signal a été envoyé pour la Syrie, par exemple, mais là, on était à cheval sur 2 administrations. Le signal est envoyé en Ukraine. Et puis, en fait, le signal, on le voit par ailleurs dans d'autres conflits à l'heure actuelle qui sont en train de se passer en ce moment même, avec un allié historique qui, à un moment donné, cesse d'être un allié parce qu'il a besoin de rester au pouvoir. On résume, mais... C'est le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. En fait, la guerre, c'est assez cynique de le dire comme ça, et après, il y a beaucoup de tenants mais en fait, la guerre sert son projet de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc finalement, un allié n'est plus un allié, et d'ailleurs, Joe Biden en a pris conscience, je pense c'était au mois de mai ou au mois de juin, où il arrivait avec une idée de cessez-le-feu qui lui semblait acceptable par toutes les parties, parce que chaque partie avait donné ses questions clés et ses lignes rouges, et finalement on arrivait à quelque chose, et là, boum, il s'est retrouvé avec un allié qui a dit, de toute façon, moi ce que je veux, c'est la victoire totale. Cette idée de victoire totale rompt avec le multilatéralisme et tout ce qui est discuté régulièrement au sein de ce forum pour la paix, qui est que finalement on ne discute plus. On gagne ou on perd. Mais est-ce que c'est de l'isolationnisme ? Alors, est-ce que c'est de l'isolationnisme ? Son idée, en tout cas à lui... Alors, son idée à lui, et surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est des gens qui l'accompagnent. C'est quand même une idée que... c'était quand même écrit en grand, America First. Je veux bien m'intéresser au reste du monde, mais il faut que le reste du monde m'apporte quelque chose. Et donc, c'est de l'isolationnisme pour gagner quelque chose. C'est une menace pour obtenir. Je te tords le bras et tu me donneras quelque chose. Et en fait, c'est ce qui se fait dans le monde des affaires, quelquefois. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, même des alliés. On évoquait l'affaire des sous-marins tout à l'heure. C'était entre les États-Unis, l'Australie, les Britanniques et la France. Les Australiens avaient un accord avec les Français qui leur avaient proposé des sous-marins nucléaires. Ils ont pris des sous-marins, on va dire, plus conventionnels. Et puis derrière, Joe Biden et l'administration américaine sont parvenus à obtenir de la part des Australiens un changement de ton et de pied pour finalement choisir des sous-marins nucléaires dont ils avaient dit précédemment qu'ils n'en avaient pas besoin, pour finalement donc choisir des sous-marins américains qui ne seront pas fournis avant 20 ou 30 ans. Donc voilà. Alors, en fait, cette façon de tordre le bras même à un allié, c'est une porte qui a été ouverte très clairement, ça existait déjà, mais c'est une porte qui a été ouverte, me semble-t-il, sous Donald Trump, et c'est un risque
qui pèse régulièrement comme une épée de Damoclès sur à peu près toutes les relations qui ne sont plus multilatérales puisqu'elles sont bilatérales. Et là-dessus, par exemple, on parlait des Européens. Les Européens ne sont pas bons parce qu'en fait, on a chaque pays a envie de garder quand même son petit précaré. Un exemple, le nucléaire iranien. On discute de l'accord sur le nucléaire iranien. Il y avait donc les États-Unis, il y avait la Russie, et puis il y avait les Britanniques, qui étaient encore au sein de l'Union européenne, puis il y avait les Allemands, puis il y avait les Français, et il y avait un représentant européen. Les Iraniens s'en sont délectés. Parce qu'en fait, chacun arrivait, voulait jouer son rôle. Quand on parle de nationalisme économique, finalement, de la part des États-Unis ou de la Chine, quel Européen va jouer le rôle du nationaliste européen ? On va toujours préférer acheter le VTT chinois qui est moins cher que le VTT français ou allemand qui est du voisin. Et pourtant, c'est la souveraineté économique, mais aussi, finalement, la force, la puissance de l'Europe qui sont en jeu. Or, les États-Unis ou la Chine ont compris qu'ils avaient une puissance. Cette puissance, c'est la puissance de l'économie, c'est la puissance de la diplomatie, c'est la puissance militaire. Et en fait, on est passé à une nouvelle ère qui est qu'on a une puissance, il faut la montrer pour en profiter. Pas avoir une puissance qui ne sert à rien, qui dort, en fait, en gros. C'est d'ailleurs ce que reprochait un peu Donald Trump à l'OTAN. C'était une puissance qui dormait et qui reposait essentiellement sur les épaules américaines. Et d'ailleurs, il a été pas mal écouté, dernièrement en tout cas. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est sous Joe Biden que les Européens ont peut-être un peu plus investi et réfléchi à la question de la défense, et notamment les Polonais, enfin voilà. Et en fait, il est peut-être isolationniste, mais à mon sens, il est isolationniste tant que ça l'intéresse et tant qu'il y a un intérêt pour lui en tout cas. Pas forcément pour les États-Unis d'ailleurs, à mon sens. Alors Martin, est-ce que c'est une fausse question? Isolationniste, pas isolationniste? Alors, c'est pas une fausse question parce qu'en effet, beaucoup de gens se la posent. Je pense que Donald Trump n'a pas la cohérence pour être défini par une sorte d'idéologie ou une vision du monde. On ne va pas le placer dans un bouquin de relations internationales, il est isolationniste, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je pense que, encore une fois, Donald Trump utilise des arguments que beaucoup d'autres présidents américains ont utilisés avant lui. Et son pitch est de dire « moi je l'ai fait », alors que les autres l'avaient promis. Tous les présidents américains, en campagne, vous disent « on va arrêter d'être le gendarme du monde. Ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est le souci américain. » George Bush a fait campagne en 2000 en disant « arrêtons de nous préoccuper du monde entier. Qu'est-ce que c'est que ces histoires en Yougoslavie, au Rwanda? Ce n'est pas mon problème. Je vais m'occuper des Américains. » 1 an plus tard, 11 septembre, Afghanistan, 2 ans plus tard, il démarre l'invasion de l'Irak. Obama, en 2008, fait toute la campagne en disant « catastrophe en Afghanistan et en Irak, je reviendrai au problème des Américains, j'arrête ces guerres qui sont non seulement humanitairement tragiques et en plus politiquement débiles ». Finalement, quelques années plus tard, opération en Libye, il est obligé de soutenir également les opérations à nouveau en Irak contre Daesh. Joe Biden vient à la Maison-Blanche en disant « je serai celui qui mettrait vraiment fin aux guerres sans fin. Je suis celui qui a le courage d'arrêter l'opération en Afghanistan après presque 20 ans. » 1 an plus tard, il est obligé de soutenir une guerre en Ukraine. Et là, Donald Trump dit « quand j'étais président, il n'y avait pas de guerre. » Et ça, cette espèce d'argument qui est évidemment trop simpliste, qui ne doit pas se comprendre comme ça fonctionne. Parce que les Américains, depuis la fin de la guerre mondiale, de la guerre froide plutôt, s'attendent à ce que leur président arrête de jouer le gendarme du monde. Ce n'est pas leur ambition. Et la politique américaine n'est pas de se dire comment je vais protéger les Européens, m'assurer qu'il y a la paix autour de Taïwan. Ce n'est pas le sujet. Ça n'en fait pas nécessairement un isolationniste. Quand il a fallu frapper Soleimani, le général iranien, il l'a fait. Quand il a fallu frapper Bachar el-Assad, après la nouvelle utilisation des armes chimiques, il l'a fait, alors qu'Obama avait refusé de le faire. Obama avait refusé de fournir des armes à l'Ukraine. Trump l'a fait. Donc ce n'est pas une idée que Trump se détache du monde, mais c'est une vision beaucoup plus stricte de ce que sont vraiment les intérêts américains. Isabelle, isolationniste, nationaliste, comment tu tranches ? Alors, moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière, si tu permets, pour dire que déjà, effectivement, l'idée de l'isolationnisme des présidents américains, c'est aussi, depuis plusieurs administrations, tu as parlé de George Bush, on a parlé effectivement après d'Obama, en fait, il y a aussi le fait que les Américains se sont recentrés sur l'Indo-Pacifique,
qui est quand même leur précaré, parce que nous, on a toujours tendance, et nous, on a tendance à se sentir abandonnés, finalement, en tant que partenaire de l'Atlantique, lorsque les États-Unis se retournent vers l'Indo-Pacifique. Mais avant tout, il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que les États-Unis sont une puissance pacifique bien davantage qu'une puissance atlantique, qu'ils ont des intérêts et des intérêts territoriaux extrêmement loin dans le Pacifique en termes de bases militaires, et c'est bien pour ça que leur flotte est avant tout dans le Pacifique. Donc déjà, cette vision de l'isolationnisme, c'est aussi notre vision à nous, des présidents américains successifs, en disant « mais attendez, ils regardent vers le Pacifique », ce qui est vrai, et donc ils nous abandonnent, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'effectivement, quand il y a eu besoin de revenir vers la zone atlantique, eh bien, les uns après les autres, ils l'ont fait. Mais ça veut dire qu'en réalité, eux ont le sentiment qu'on les ramène vers les guerres du XXe siècle, alors que leur orientation du XXIe siècle, c'est effectivement plutôt le Pacifique. Mais même dans le Pacifique, on a vu que l'option des présidents américains, et donc que Donald Trump, en ce sens-là, je pense qu'il crée plus une discontinuité. On le voit mieux, effectivement, quand on voit les choses. Barack Obama avait lancé un partenariat transpacifique commercial qui se voulait une très grande alliance commerciale excluant la Chine, pour des raisons de droits de l'homme sur les travailleurs chinois. Arrivé à la Maison-Blanche, eh bien, Donald Trump l'a immédiatement et instantanément abandonné. Il a dénoncé la signature et a dit « le partenariat transpacifique, c'est sans nous ». Et donc, après, Biden est arrivé, et Biden va être revenu à une vision plus multilatérale dans le Pacifique, mais à travers des accords de renseignement. Voilà, enfin, tout ce qu'il y a dans le Pacifique, qu'on ne voit pas nous à AUKUS sur les sous-marins, le Quad avec l'Inde, le Japon, l'Australie, Five Eyes, et donc qui sont effectivement un multilatéralisme qui nous échappe, puisqu'il est effectivement pas orienté vers nous. Et en ce sens-là, et sur effectivement le Pacifique, je trouve que c'est là où on a vu plus clairement la rupture entre l'administration de Donald Trump et celle qui l'avait précédée, où il y a eu cet effet de surprise, où il y a eu cet effet de rupture, où on a dit bon, on va faire ça, on va faire des alliances, etc. Et puis tout d'un coup, non, on fait sauter toutes les alliances. Donc en ce sens-là, moi je considère quand même qu'il y a un isolationnisme effectivement sur ces partenariats de la part de Donald Trump, qui a considéré que ces alliances n'étaient pas favorables, qui étaient multilatérales forcément, n'étaient pas favorables aux États-Unis, sans doute plus que sur son comportement effectivement du côté atlantique, c'est-à-dire vers nous. Alors si je résume vos remarques, vos analyses, on a d'un côté une administration démocrate qui affiche ses faiblesses, on le voit sur le dossier israélo-palestinien, on le voit aussi avec l'Ukraine, où elle n'est pas capable d'entraîner derrière elle le Congrès. On a de l'autre côté une administration Trump, on dirait plus Trump que républicaine, parce que Trump, en fait, a totalement colonisé le parti républicain, qui, lui, fonctionnera uniquement selon ses priorités, à l'instinct, avec une dimension nationaliste très forte. Ça nous donne quoi comme monde ? Est-ce qu'on sort d'un monde plus ou moins tenu par ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial, hérité de la Seconde Guerre mondiale, avec des outils qui permettaient quand même de limiter le pire, avec notamment les Nations Unies et leurs agences. Est-ce qu'on bascule vers des zones d'influence où finalement la loi de la jungle s'impose ? Comment vous voyez ce qui peut émerger ? Martin, peut-être. Alors, logiquement, il y a toujours une période de désordre avant de retrouver un nouvel ordre. Je suis d'accord, il y a une ère qui prend fin. L'idée que les États-Unis ont la puissance qui permet de forcer des acteurs à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire pour garantir la stabilité de l'ordre mondial, cette idée-là a pris fin. Elle a pris fin en partie sur les cendres de l'Irak, mais elle a aussi pris fin avec des gens comme Donald Trump qui ont dit « ce n'est plus notre ambition ». Je pense qu'on peut tout à fait imaginer que cette période de transition, qui va être
très, très fragile, qui va être peut-être marqué par le chaos, va prendre de nombreuses années. Et nous, Européens, on va subir les conséquences de cette transition vers un nouvel ordre. Alors, à quoi peut ressembler ce nouvel ordre ? Il y a plusieurs théories. Une théorie, c'est un nouvel ordre avec deux puissances. Un petit peu à la manière de ce qu'on a connu durant la guerre froide, avec l'URSS et les États-Unis, cette fois-ci avec les États-Unis et la Chine. Et autour de chacune de ces puissances, il y a un certain nombre de pays, de partenaires, d'alliés, qui constituent des espaces d'influence. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que finalement, il n'y a plus de pôle de puissance, il y a beaucoup de pays qui essayent de jouer leur jeu. Et il y a des pays qui ont aujourd'hui émergé, ils ne sont plus émergents, ils sont émergés, ils sont puissants, des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, bientôt l'Indonésie, qui auront eux-mêmes leur capacité à définir l'ordre mondial. Lorsque l'Inde ne veut pas faire quelque chose, ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent forcer New Delhi à faire ce qu'elle ne souhaite pas faire. Ça encore, c'est la grande question pour les Européens. Quel rôle joue-t-on dans cet nouvel ordre ? Est-ce que, si c'est un ordre avec deux puissances, on doit s'aligner sur un des deux, États-Unis ou Chine, ou est-ce qu'on est capable de créer une sorte de troisième voie ? Est-ce que s'il y a plusieurs puissances, est-ce qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu et finalement choisir le meilleur à chaque fois ? C'est l'objectif de ces puissances qui veulent... Je pense que, sans être particulièrement cynique, tous les pays dans le monde souhaitent avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas un pays qui ne souhaite pas avoir à la fois maximisé tous ses intérêts en payant le moins possible. C'est l'objectif. C'est vrai des États-Unis, c'est vrai pour tout le monde. Et il y a des pays qui peuvent voir cette transformation et ce chaos comme une super opportunité pour trouver une sorte de chemin. Quand il faut faire un deal avec la Chine, on fera un deal avec la Chine. Quand on a des garanties de sécurité avec les États-Unis, on trouvera des garanties de sécurité. Des pays, encore une fois, on peut en citer plusieurs. Je pense qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, un pays comme le Brésil, un pays comme l'Indonésie ont depuis quelques années montré qu'ils étaient capables de jouer sur plusieurs fronts. Et peut-être que ce seront eux les vrais vainqueurs de cette transition. Alors Isabelle, quand à la fin du XXe siècle, les administrations américaines successives ont œuvré pour que la Chine rejoigne l'OMC, il y avait le calcul que, selon la formule de Montesquieu, le doux commerce permettrait d'intégrer la Chine dans cet ordre mondial, et peut-être même, c'était une pensée qui s'est fracassée contre la réalité, de convertir les Chinois à ce que nous considérons comme la démocratie. Voilà. On a vu que ce calcul n'a pas été le bon, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de ce levier du commerce pour remettre de l'ordre dans ce monde-là ? Oui, c'est vrai qu'on part d'une fin de XXe siècle où finalement le modèle américain a l'air d'avoir gagné puisque l'URSS est tombée avec la chute du mur de Berlin. On a l'impression, enfin certains ont l'impression que c'est la fin de l'histoire selon le terme consacré et que du coup le nouvel ordre mondial va se faire autour de la démocratie. Et effectivement, il y a une croyance dans l'intégration, effectivement, si je ne fais pas d'erreur, par l'administration Clinton qui va pousser pour l'entrée dans la Chine, de la Chine dans l'OMC, en disant... Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, voilà, qui va effectivement intégrer la Chine au nouvel ordre mondial. Et également, il faut quand même penser qu'on est à la fin de la puissance de la Russie, qui, même si elle est tombée, c'est aussi dans le calcul même d'avant cette intégration, l'idée qu'on allait opposer la Chine à l'URSS, qui existait encore, et donc on allait tirer les marrons du feu, finalement, de cet ordre mondial restructuré par le fait qu'on avait rétabli des relations avec la Chine, puis des relations commerciales, tout en lui donnant effectivement l'opportunité d'avoir les droits d'un pays émergent au niveau de l'OMC, ce qui lui accorde des droits qui sont extrêmement importants en termes d'acquisition des technologies, lorsque une entreprise vient s'implanter en Chine avec des transferts technologiques extrêmement préférentiels qui existent encore pour le moment. Et donc effectivement, il y a eu cette illusion que ça allait normaliser, mais qui a presque été crédible, j'ai envie de dire, finalement, pendant une certaine période,
que ça allait normaliser les choses, que cet immense pays, cette immense puissance allait devenir une démocratie et donc imposer ce modèle démocratique au monde, sachant qu'effectivement l'Inde est une démocratie aussi et que ça allait pouvoir s'imposer au monde, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Et justement, c'est même pire que ça à mon sens, puisque ça a remis en cause l'idée même que les démocraties étaient le modèle dominant au niveau du monde. Et au lieu d'établir la démocratie en Chine, ça a fait douter un certain nombre de gens dans nos pays du fait que la démocratie soit le modèle dominant et le modèle gagnant et le modèle même économiquement le plus efficace. Et en fait, ce que l'on a vu, et quand il y a des sondages au niveau mondial, c'est même un recul de l'idée de démocratie avec effectivement le fait d'avoir des pays qui se sont extrêmement bien développés en n'en étant pas et même en étant tout le contraire de ça. Alors, Xavier, Martin nous a dépeint le monde du chacun pour soi en quelque sorte. Est-ce que malgré tout, lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une crise transnationale, est-ce qu'il ne faut pas imaginer, espérer qu'il reste tout de même quelques outils du multilatéralisme? Il en reste, mais par exemple, parlons des Nations Unies. On parle des États-Unis qui sont un peu affaiblis sur la scène internationale actuellement. Les Nations Unies sont totalement affaiblies également. Le discours de Joe Biden, j'ai commencé par ça, je vais finir par ça, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il fait le constat que ce monde-là ne fonctionne plus, issu de la Seconde Guerre mondiale, avec ce Conseil de sécurité. Alors, c'est dur à entendre pour les Français, mais en gros, il nous annonce qu'on va perdre notre siège sans doute au Conseil de sécurité. C'est une chose contre laquelle les Français luttent depuis très longtemps, avec les Européens qui demandent que le siège de la France soit réattribué à l'Union européenne, par exemple, avec aussi la possibilité d'élargir en fait le nombre des puissances présentes dans ce Conseil de sécurité, en prenant évidemment en compte les puissances qui ont émergé effectivement, mais en ouvrant la porte. On en parlait juste à l'instant avec Isabelle, justement à des pays de l'Indo-Pacifique. Et donc, en gros, il va falloir que les Européens et que les Français fassent une thérapie de groupe, parce que ça veut dire effectivement prendre conscience de cette puissance perdue également, ou à perdre, mais de ce défi aussi à relever. On dit toujours que l'Union européenne n'est jamais aussi forte que face à une crise, mais finalement, regardez le Covid, regardez la guerre en Ukraine, il n'a jamais été possible de mettre les Européens d'accord, sauf quand il y a une crise. La crise des subprimes, on s'est mis d'accord en quelques années, quelque chose qui ne pouvait pas être régulé. La finance a été régulée, à l'époque c'était Michel Barnier, à une vitesse particulièrement rapide. Le Covid, la santé n'est pas du domaine de l'Union européenne, c'est un domaine réservé des États. En quelques semaines, on a été capable de faire notre révolution pour faire en sorte que l'Union européenne puisse avoir une réponse sur la guerre en Ukraine. Il était hors de question d'avoir une réflexion sur la défense européenne, faire des achats groupés. Et puis finalement, ça a été possible. Pendant les crises économiques, Angela Merkel, comme beaucoup d'Allemands, à chaque fois disait que c'était pas possible d'emprunter, c'était pas possible de faire une dette commune. À un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence, on l'a fait. En fait, il faut juste accepter, on nous dit souvent vous êtes rétif au changement, peut-être que là il va falloir, et ça sera en mode forcé, accepter ce changement, y réfléchir. Là en plus on peut y réfléchir un peu en amont, parce qu'il nous reste quelques semaines, quelques mois, d'ici ce qu'on connaisse le résultat de l'élection américaine et de ses conséquences. Mais en fait, ça ouvre quand même des possibles et des réflexions. Le problème, c'est que là encore, il faut réfléchir collectif au niveau européen et c'est difficile de réfléchir collectif à 27. Donc en gros, pour continuer à exister, il faut réfléchir en communauté, réfléchir en comment on peut s'agencer pour être plus grand. Certains ont voulu la jouer solo et quitter l'Union européenne, ça a montré que ça marchait pas très bien. Pour être plus fort, je pense, et puis c'est prouvé par les chiffres, qu'on est sans doute meilleur en étant présent au sein de l'Union européenne, mais ça veut dire quand même qu'il va falloir se réinventer, parce qu'on parle des États-Unis comme puissance. L'Union européenne puissance, on a refusé de l'être à plusieurs moments.
On a accepté d'être une puissance commerciale, une puissance régulatrice. Maintenant, il faut accepter d'être une puissance diplomatique, une puissance militaire. Il faut accepter de construire des choses en commun. En fait, on revient à des idées qui ont été développées par exemple, par Jacques Delors. C'est le retour aux années 90. C'est toutes ces idées qui ont été abandonnées et qui finalement, enfin Jacques Delors notamment, mais qui nous reviennent un peu en boomerang parce que par facilité, on n'a pas voulu s'y confronter pour rester dans le confort, pour rester dans la facilité, sauf que ce monde, on ne va pas l'empêcher d'évoluer, et ce qui était annoncé dans les années 60, 70, 80, 90 est en train de se réaliser, et à mon avis, il faut se réveiller. C'est le moment où on se réveille, c'est le moment du réveil qui sonne, et il faut se lever pour aller au boulot. Là, peut-être qu'il faut se lever, se regarder, réfléchir, discuter, pour essayer de trouver des points de compromis, comme on aime en parler, les évoquer à Bruxelles, pour finalement accepter de grandir, d'évoluer. Mais c'est comme une thérapie, ça prend du temps. Merci Xavier pour cet optimisme tempéré. On va passer à la séance de questions. J'imagine que vous en avez. Des micros vont circuler. Donc vous levez la main et vous prenez la parole. Il est entendu qu'une question est une question et pas un commentaire ou un point de vue. Merci d'avance. La première qui se lance aura la considération de la salle. C'est le plus dur, mais après c'est facile. Qui se lance? Une courageuse sur ma droite. Bonjour. Pour en revenir, vous avez parlé de la guerre en Ukraine. C'était pour savoir, est-ce qu'il faut mettre du coup nos valeurs écologistes de côté et se rallier un peu avec le fonctionnement des États-Unis, beaucoup plus polluant, alors qu'on a essayé on essaye en tout cas en Europe un objectif neutre 2050 pour affaiblir la Russie et essayer de sauver une nation, en tout cas un pays qui est l'Ukraine. Alors, grand dilemme, les priorités. Est-ce que le sort d'une nation l'emporte sur la dette climatique et l'urgence climatique? La décarbonation fait aussi partie du plan de Joe Biden. Alors, ça sera peut-être abandonné ensuite par Donald Trump, mais alors c'est une décarbonation par l'économie, on pourrait revenir dessus, mais en tout cas ça fait partie de l'imaginaire démocrate, celui de Joe Biden, avec un intérêt très clairement, en fait, c'est de créer des entreprises puissantes et d'accompagner la croissance économique via le verdissement de l'économie. Il y a un en même temps qui est qu'on continue à faire effectivement du gaz de schiste. Et les démocrates étaient vent debout lors de la précédente élection, et que ça soit Joe Biden ou Kamala Harris, il n'en est plus du tout question, et tout le monde est d'accord pour dire que ça alimente aussi la puissance des États-Unis côté américain. Est-ce qu'il faut renoncer à ce genre de choix et de valeurs? Cette question se posera au sein même de l'Union européenne. Parce qu'en fait, les élections qui ont été européennes, auxquelles certains ont participé et d'autres assisté, de juin dernier, ont quand même mis en avant des blocs qui ont rarement voté en faveur de l'écologie. Les écologistes ont perdu énormément de sièges. Le Green Deal qui avait été négocié par Ursula von der Leyen avait été en partie négocié avec les Verts, mais aussi avec le PPE, qui est le parti de droite, et qui, pour le coup, dans beaucoup de pays, est très peu favorable aux mesures écologiques. Dans ce Parlement européen, il y a aussi trois forces, soit nationales, soit extrêmes, nationalistes ou extrêmes, qui ne sont pas non plus en faveur de l'écologie. Ce qui donc dresse un tableau assez sombre de prime abord, mais là c'est pareil, il va falloir qu'on y réfléchisse tous ensemble, mais assez sombre de prime abord sur le fait que ce Green Deal, qui était déjà un compromis, c'est-à-dire décevant pour beaucoup de gens, pour les Verts pas assez fort, pour le PPE ou l'extrême droite beaucoup trop contraignant, finalement il va être remis en question par l'extérieur, mais il va être remis en question à l'intérieur même de l'Union européenne, et ce, dès que la Commission européenne va entrer
va commencer ses travaux. Elle est en train d'être présentée. Et donc, en gros, à partir du mois de janvier, ça sera un défi en interne au sein de l'Union européenne. Cette contestation même des valeurs écologiques, elle est vraiment latente, que ça soit dans l'Union européenne ou dans d'autres pays alliés ou pas alliés. Martin, est-ce que tu veux réagir à cette réponse? Oui, merci. Je pense que c'est vraiment une super question. C'est le genre de question qui me rend heureux de ne pas être homme politique et de ne pas avoir à finalement prendre des décisions. Là, c'est cool, c'est la palabre, on discute. Le problème, c'est qu'on a évidemment des ressources limitées. On ne peut pas tout faire et il y a des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité, des enjeux technologiques qui demandent de financer massivement pour y répondre. Dans le cas de l'Ukraine, alors on est dans une position un peu différente de celle des États-Unis parce qu'on n'a pas forcément du gaz de schiste, on n'a pas cet enjeu de est-ce qu'on choisit de potentiellement détruire la planète pour pouvoir créer des îlots d'hydrocarbures qui peut, géopolitiquement, d'abord nous rapporter de l'argent et surtout nous aider dans le cadre de la guerre de la guerre en Ukraine. Pour les Européens, il y a quand même des décisions qui sont intéressantes sur cette question entre la sécurité et les enjeux environnementaux. Je vous donne un exemple. On sait que pour défendre les pays qui sont le plus à l'est, je pense par exemple aux pays baltes, nous n'avons pas aujourd'hui les infrastructures pour envoyer nos chars sur ces territoires. Il y avait un exercice de scénario qui avait été fait il y a quelques années d'une invasion de l'Estonie par la Russie. Ça prenait entre 48 et 72 heures. Combien de temps ensuite il nous faut pour envoyer nos troupes pour pouvoir reprendre le territoire qui est perdu? Aujourd'hui, par exemple, les rails de train, quand vous arrivez en Lituanie, sont des rails qui ont été conçus au temps de l'Union soviétique. Ce ne sont pas des rails qui peuvent accommoder des trains pour amener les munitions et les capacités militaires pour ensuite aller défendre ces pays-là. De la même manière sur les routes ou les ponts qui ne peuvent pas tenir si jamais vous passez avec un char Leclerc. Bon, ça demande de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui a un sens économique. Honnêtement, construire une autoroute entre la Lituanie et l'Estonie, ça ne va pas nous rapporter beaucoup économiquement. Et en plus, il y a d'autres enjeux d'infrastructure en Europe. L'Autriche a comme projet de voir des trains verts, des trains vraiment qui ne polluent pas du tout, pour traverser les Alpes. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que l'enjeu, c'est de financer d'abord le transport le plus écologique possible dans une zone qui est très importante économiquement pour l'Europe, qui est le traversée des Alpes? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on a les moyens de défendre un pays? On a un traité d'alliance, on doit défendre ce pays s'il est envahi. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités d'infrastructure pour le faire. Ça va coûter des milliards d'euros, il va falloir faire ce choix, et je suis assez heureux de ne pas avoir à le faire. Isabelle? Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose puisque la réponse a déjà été longue. Je veux dire, à mon sens, la question, elle peut aussi se reformuler. Est-ce que effectivement, à terme, l'écologie ira mieux si on s'assied sur nos valeurs et qu'on accepte la défaite de l'Ukraine, puisque ne pas l'aider, c'est quand même forcément ça. Et est-ce qu'au final, elle en sortira grandie de par les acteurs et les risques que ça fait peser sur le reste de l'Europe, dans des pays qui sont ceux de l'OTAN, et que, du coup, de fait, du point de vue des traités, et même les traités de l'Union européenne nous l'imposent, ils nous imposeraient de défendre. À mon sens, non, mais voilà, chacun a son appréciation de la question, mais je suis tout aussi heureuse de ne pas avoir à le faire, à le décider politiquement. Mais vous pouvez poser une question. J'en ai une ici et deux autres là. Monsieur. Oui. Comment interprétez-vous la déclaration de soutien de Vladimir Poutine en faveur de Kamala Harris? Déclaration pour le moins surprenante. Et quelles conséquences en cas de victoire du camp républicain sur la relation entre les États-Unis et la Russie? C'est le baiser de la mort un peu. Qui veut répondre? On va prendre les deux autres questions et puis après on répond. Je voulais savoir, étant donné que Kamala Harris prend la succession de Joe Biden et que Joe Biden a laissé un mandat,
la manière dont il est sorti, entre guillemets, était un peu mal faite parce qu'il perd un peu la mémoire. Je voulais savoir si déjà ça a pu ternir, ça va ternir son image. Et en plus de cela, le fait que ce soit, elle pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis, est-ce que ça lui colle forcément une image, parce qu'on le voit en fait durant les débats certaines fois, qu'elle est souriante, qu'elle est obligée un peu d'être douce et moins agressive que Donald Trump. Et je me demandais si ça pouvait justement ternir son image sur le long terme et l'obliger en fait à s'approprier ce rôle de femme, alors qu'on s'attend à une présidente qui vraiment défend des valeurs pour le premier pays, entre guillemets, la première puissance mondiale. Voilà. Merci. Alors bonjour, déjà merci pour vos enseignements, c'était très riche. Vous nous avez peint en fait un tableau de l'impérialisme américain et chinois. Et je me demande, je ne sais pas si c'est de manière utopique ou totalement désespérée, mais est-ce que vous pensez que c'est possible, et si oui, comment? Est-ce que c'est possible qu'on puisse imaginer un demain où les rapports de force et de pouvoir soient beaucoup plus égaux, et ce qui permettrait d'avoir une paix en fait qui soit plus durable et beaucoup plus stable? Voilà. Très bien. Grande question également. Une dernière ici, et puis après on répond. Bonjour, I will speak English. Please do. Je vais parler en anglais. Et la non-belligérance peut être une stratégie pour toute l'Union européenne pour promouvoir la paix. The non-belligerence. La non-belligérance, comment envoyer des diplomates, la Croix-Rouge et tout ça. Est-ce que ça peut être est-ce que cette stratégie peut être utilisée dans l'Union européenne pour promouvoir la paix? Merci. Alors, qui se lance en précisant à quelle question il répond? Bon, je vais prendre quelques questions, puis je vous laisse les compliquer. Non. Poutine-Harris, je pense que honnêtement c'est du troll de la part de Vladimir Poutine. C'est facile de dire je suis pour Kamala Harris. Il sait que dans le cadre de la politique américaine, ça sera plutôt un boulet pour elle. Je ne pense pas néanmoins que ça ait une grosse importance. D'ailleurs, je note que les républicains n'utilisent pas ce message autant qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'ils savent que ça peut se retourner vers eux. Harris après Biden. Alors, je pense Joe Biden essaye en fait de changer la rhétorique, de dire je suis tellement un grand leader que j'ai pris sur moi et j'ai accepté d'arrêter cette campagne pour la démocratie américaine. Et en fait, une sorte de sacrifice, un truc presque christique dans ce qu'il a fait en laissant la place à Kamala Harris. C'est ça la rhétorique démocrate qui essaie de renouveler un peu le bilan de Joe Biden, qui en effet, après le débat que tu mentionnais tout à l'heure, a été un peu attaché. Sur l'idée que Kamala Harris soit obligée de prendre certaines positions parce qu'elle serait la première femme présidente. Alors historiquement, on a plusieurs évidemment exemples de femmes leaders de grands pays qui n'ont pas du tout, de Margaret Thatcher n'était pas spécialement un exemple de douceur, et c'était, voilà, il n'y a pas une obligation. Giorgia Meloni. Voilà, Giorgia Meloni, Golda Meir, voilà. Je pense néanmoins que dans le cas américain et chez les démocrates, il y a un traumatisme de 2016 et de la défaite de Hillary Clinton. Et il va falloir casser un peu ce plafond de verre pour se dire, bon, c'est possible. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, Donald Trump a perdu toutes les élections qu'il a faites, sauf celle contre Hillary Clinton. Il a gagné en 2016. Il a perdu les midterms, les élections de mi-mandat en 2018. Il a perdu en 2020 contre Joe Biden. Et ils n'ont pas vraiment gagné en 2022 non plus. La seule personne qui a perdu contre Donald Trump, c'est Hillary Clinton. Et ça, c'est l'angoisse des démocrates. Est-ce que c'est le plafond de verre qu'il faut casser? Sur les rapports de force, moi, j'aurais presque, c'est pas par provocation, mais presque par l'idée inverse. C'est-à-dire que si vous avez des rapports de force égaux, vous avez plus de conflits. Que c'est souvent lorsque vous avez une forme de puissance hégémonique que vous avez la paix. Vous avez la paix en Méditerranée sous l'Empire romain. Vous voyez
c'est lorsque des pays, et c'est pas pour dire qu'il faut qu'il y ait une puissance qui gouverne tout, je sais pas du tout, mais c'est lorsque des pays considèrent qu'ils sont égaux et donc ils peuvent s'agresser parce qu'ils peuvent gagner, que vous avez davantage de conflits. Lorsque vous considérez que c'est impossible de s'opposer à telle puissance, à tel hégémon, finalement, vous avez souvent de la stabilité et de la paix. Je ne sais pas si c'est la réponse qui aide, qui va dans le sens, mais ça m'a juste fait réfléchir dans ce sens-là quand vous posez la question. Bon, je m'arrête là. Isabelle ? Alors, je vais rajouter quelques mots. Je ne vais pas revenir sur, effectivement, Poutine soutenant Kamala Harris, qui est effectivement, dire, dans l'espoir que ça puisse lui desservir, il l'a sorti, mais effectivement, ça dit, je pense... Cela dit, ça ne dit pas grand-chose de la campagne américaine, mais quand même de la peur qu'il a de l'avoir arrivé à la Maison-Blanche. Je précise juste quand même pour ce qui est de Joe Biden et de son retrait, qu'il ne s'est pas retiré. C'est-à-dire, il s'est retiré certes de la course à la Maison-Blanche, mais à vous entendre, j'avais presque l'impression de penser qu'il avait renoncé et que Kamala était désormais présidente des États-Unis. Il n'a renoncé absolument que effectivement à être président. Il termine son mandat. Donc il aura un mandat complet de président dans l'histoire. Il avait annoncé qu'il ferait qu'un mandat. Et donc on revient finalement à l'idée qu'il avait eue lui-même finalement de sa propre présidence. Donc non, voilà, il n'y a pas du tout cette idée-là. Après, justement, pour revenir sur la campagne et la défaite un tout petit peu d'Hillary Clinton face à Donald Trump, qui quand même, était quand même une défaite avec 3 millions de voix d'avance. Hein. C'est effectivement la structure électorale des États-Unis qui fait qu'elle a perdu. Donc ça entre le vote populaire au niveau national et le vote dans chaque État qui décide du nombre de grands électeurs. Et le collège électoral qui a été en sa défaveur, mais elle avait quand même gagné le vote populaire. Mais la différence entre les deux candidates, c'est que Kamala Harris ne se présente absolument pas comme une femme. Elle ne fait pas du tout... Hillary Clinton, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, a fait vraiment campagne en disant la première femme présidente des États-Unis, etc. Kamala Harris ne se présente pas du tout comme ça. Et elle était procureure de Californie. C'était une main de fer dans un gant de fer. C'était vraiment quelqu'un qui avait une fermeté énorme. Et elle se présentera comme ça. Elle se présente comme ça. Et elle sera comme ça si elle est à la présidence des États-Unis. Donc c'est pas du tout la même démarche. Je crains d'avoir exactement la même opinion pour ce qui est. Et je donnerai qu'un chiffre qui est effectivement la crainte de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. On a parlé de l'OTAN tout à l'heure, fait que quasiment tous les pays de l'OTAN aujourd'hui, et donc ça va me permettre d'aller un tout petit peu sur votre question, qu'ont fait les pays de l'OTAN? Ils ont remonté leurs dépenses militaires pour arriver aux 2%, alors réclamés en toute honnêteté, non pas simplement par Donald Trump, mais par toutes les administrations américaines successives, pas dans les mêmes termes, ça c'est sûr, mais effectivement, on a acheté massivement, notamment du matériel militaire américain, et donc toutes ces puissances moyennes, qui sont quand même des puissances, ont acheté effectivement le droit d'être protégées par les États-Unis, et ça en dit long sur la capacité d'une paix équilibrée, parce que c'est quand même des pays puissants et des pays armés, et actuellement, ils achètent le droit d'être défendus en montant leurs dépenses à plus de 2% de leur PIB. Et donc, je suis désolée d'être défaitiste sur votre question. La question, effectivement, d'un système qui permettrait que l'Europe promeuve la paix, je crains que ce ne soit en préparant la guerre, et donc il faudrait que, effectivement, l'Europe accepte d'avoir une Europe de la défense pour être autonome. Je veux dire, je ne veux pas le faire dans l'angélisme, mais effectivement, actuellement, et justement, ces dépenses qui sont faites effectivement, on monte nos dépenses à 2 points de PIB et on achète du matériel américain, montre à mon sens que l'Europe n'est pas du tout prête à mettre en place une Europe de la défense. Xavier. Alors, sur Kamala Harris, moi j'ai un souvenir de Kamala Harris lors de l'élection de Donald Trump. Et en fait, je pense que c'était une Kamala Harris assez naturelle, elle était en colère.
Et son discours était très dur, et c'était tant qu'il y aura un Donald Trump, il faudra s'engager en politique et il faudra lutter en politique contre ces gens-là. Et je pense que c'est ce personnage-là qui va réapparaître au fur et à mesure. Elle est en période d'accompagnement, je dirais, de Joe Biden vers la sortie, de transition entre deux personnalités. C'est pas facile. Et je pense que par ailleurs, elle a beaucoup. Moi, ce qui me questionnait, c'était ce débat avec Donald Trump, où Donald Trump a travaillé 2 heures et où elle a travaillé pendant plusieurs jours dans un hôtel, porte close, à huis clos. Où je me disais, mais en fait, est-ce qu'elle n'est pas en train de se refaire le match et finalement de ne pas le gagner? Elle a réussi à alterner entre l'offensif et le calme. Et finalement, c'est peut-être ce qu'on attend de quelqu'un qui est en mesure de présider un pays comme les États-Unis. Après, c'est les électeurs qui le décident en toute fin de compte. Donc en fait, c'est assez difficile. Après, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, je pense que les États-Unis, côté démocrate, sont en retard d'un candidat depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au moment où Hillary Clinton est présentée, je pense que Joe Biden a plus de chances à ce moment-là de remporter l'élection. Elle va l'emporter en termes de nombre de voix, elle va le perdre, on l'a dit, en termes de grands électeurs. Et je pense que finalement, on a toujours, depuis, un candidat de retard. Kamala Harris a toujours dû rester dans l'ombre de Joe Biden ces dernières années parce que c'est le rôle d'un vice-président ou d'une vice-présidente. Mais très clairement, dans l'idée au départ, c'était quand même de l'amener à un moment donné à prendre le pouvoir. Elle a beaucoup appris, et je pense que très clairement, si jamais elle accédait au pouvoir, on verrait une femme de caractère. Pour ce qui est de la paix, je pense que la paix, c'est comme la démocratie, c'est quelque chose qui a l'air très naturel et acquis pour toujours. Et on est bien placé pour savoir que finalement, ça peut être remis en question très rapidement. On l'a vu avec l'Ukraine. Et finalement, c'est en ça que ce conflit nous a quand même aidé à ouvrir les yeux, à ceci près qu'on n'a pas fini le travail, encore une fois, pour avancer vers la paix, c'est-à-dire qu'on reste sur un monde d'avant, à ce niveau-là en tout cas. On a eu la SDN, la Société des Nations, les Nations Unies. Elles ont montré leurs faiblesses et leurs incapacités. Ça reste à réinventer, en gros. Mais très clairement, il reste aussi à soutenir peut-être ceux qui soutiennent la paix et dans les urnes. Or, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce que soutiennent certains réseaux sociaux, ni certains pays qu'on a évoqués précédemment, comme la Russie, la Chine, etc. Parce qu'ils ont un avantage. On a un avantage d'avoir une Europe faible dans beaucoup de pays, à affaiblir l'Europe, à affaiblir sa voix aussi. Pourquoi l'Europe ne montrerait pas la voie de la paix? Elle l'a essayé à plusieurs reprises, mais la voie de l'Europe est assez faible à ce niveau-là, parce que sa diplomatie est souvent dans l'ombre de la diplomatie de certains grands États de l'Union européenne qui n'ont pas envie de lâcher prise, ou de certains pays de l'Union européenne qui montent en termes diplomatiques au sein de l'Union et qui se disent pourquoi moi je ne jouerai pas non plus ma carte. C'est le cas de certains pays. Alors là, il y a une nouvelle commissaire qui arrive, Kaja Kallas, qui est estonienne. Elle va être en charge de la politique européenne. De la politique extérieure de l'Union européenne. Là encore, c'est un caractère, pour l'avoir rencontré. C'est pas quelqu'un qui lâche le morceau très facilement, et c'est pas quelqu'un qui acceptera de laisser la place à quelqu'un qui lui fera les gros yeux. C'est quelqu'un qui culturellement, elle est estonienne, a vécu avec une menace russe, une menace politique aussi, avec des partis russophones notamment très présents et qui l'ont beaucoup attaqué. Elle a montré une forme de caractère. Quelquefois, en fait, ce sont les personnalités qui se révèlent et qui permettent aussi à certaines valeurs d'être défendues comme il se doit. On peut croire en cette personnalité, mais on pouvait croire aussi en Josep Borrell. Ces dernières déclarations ont été très peu lues et pourtant elles sont très intéressantes. Je pense qu'on est face à des personnages qui ont toujours eu des prises de position importantes, mais qui n'ont pas forcément eu l'écho, à mon sens, que ces propos méritaient, parce que les médias ne les ont pas reprises et parce que, en fait, plaider la paix, c'est quand même moins vendeur que quelquefois plaider la guerre. On est dans un monde où cliver est plus intéressant que réunir. Et donc, malheureusement,
Enfin, je veux dire, c'est plus payant électoralement, c'est plus payant. Et donc, tant que ça fonctionnera comme ça, tant qu'on se laissera attaquer de l'extérieur, notamment, et là, je vous ramène à une autre conférence qu'on aura dès demain, un débat sur la démocratie et les populismes. Eh bien, je pense que tout ça, ça sera un défi à mener. Mais l'Europe pourrait avoir ce rôle-là, effectivement. Mais pour ça, il faudrait qu'elle le veuille, et qu'elle le veuille à 27. Et vouloir quelque chose à 27, ça veut dire qu'il faut renoncer. Qui va renoncer? Il est 18h malheureusement. Et voilà, donc le temps est imparti. Merci. Merci pour vos applaudissements. Nos intervenants les méritaient. Bonne continuation et bonne fin de journée.